À travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir une explication logique. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Dans cet épisode, à Zombie Island, cet enterrement annonce-t-il la fin ou un nouveau départ? Mais c'est une main? D'après la légende, les corps reviennent tout seuls dans le village. 3 amis sont témoins d'une série d'explosions surprenantes dans leur ville. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu! L'explosion a avancé progressivement. De cette façon, comme une énorme série d'explosifs. À mon avis, quelque chose a amplifié l'explosion. Et un homme en plein vol au cours d'une cérémonie africaine. C'est incroyable. Il est en train de défier les lois de la physique. Il y a sans doute une force qui le soulève dans les airs, mais reste à savoir ce que c'est. D'étranges phénomènes, Oh mon Dieu! des mystères ont été filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Maintenant, à Manado, en Indonésie. Le 5 mai 2020. Dans un cimetière, un proche filme les funérailles d'un homme qui repose dans un cercueil vitré. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est une main? La main du défunt semble bouger à l'intérieur du cercueil. Elle s'agite comme pour appeler à l'aide. C'est à se demander si ce que l'on voit est vraiment un enterrement. Ce serait plutôt une grosse et terrible erreur. La famille ne semble pas remarquer que le défunt bouge dans son cercueil. Ou peut-être s'y attendait-elle. Sur cette île, certains habitants pensent que les corps restent très actifs après la mort. Plusieurs années après les funérailles, les proches déterrent le corps en décomposition et organisent une fête pour le mort. Certains appellent les morts les Rolangues, c'est-à-dire les cadavres ressuscités. C'est ce que nous, on appellerait des morts vivants. Des images choquantes montrent les vivants ramener les morts dans leur village pour des rituels et des cérémonies. Ils sortent leur tante ou leur grand-mère décédée du cimetière et les emmènent au village. Ils les habillent, leur donnent à manger, puis les ramènent. Ils ne disent jamais vraiment adieu à leurs proches décédés. En effet, on dit même que certains cadavres n'ont pas besoin de l'aide de leurs proches. Selon la légende, les corps sont capables de retourner seuls au village avec l'aide d'un chaman. On dit que les chamans sont de puissants prêtres qui utilisent la magie noire afin de réanimer les cadavres. Ces derniers vont alors tituber jusqu'à leur ancien foyer. Les Indonésiens considèrent que les morts peuvent ressusciter et marcher potentiellement grâce à un chaman. Alors, de leur point de vue, ce n'est sans doute pas inquiétant de voir un mort bouger dans son cercueil, même s'il était très clairement mort. Le docteur Siobhan Deschauer, en visionnant la vidéo, se demande si la personne n'est pas vivante dans cette affreuse boîte. C'est très rare, mais il existe des pathologies qui laissent croire qu'une personne est morte alors que ce n'est pas le cas. À l'époque victorienne, les gens étaient terrifiés à l'idée d'être enterrés vivants. C'était presque une obsession, et ils demandaient à être enterrés avec une petite cloche au cas où, pour signaler au monde qu'ils n'étaient pas vraiment morts. On a beau se moquer de cette époque,
Mais il est encore possible que ça se produise aujourd'hui. On pourrait croire que ce genre d'accident horrible n'existe plus depuis des décennies grâce à la médecine moderne. Mais des témoignages effrayants du monde entier prouvent le contraire. Les médecins eux-mêmes parfois déclarent une personne décédée. Mais il arrive qu'elle se réveille juste avant l'autopsie, ou alors juste avant ou pendant l'enterrement. 2018, en Espagne. Un détenu retrouvé inerte dans sa cellule est déclaré mort par 3 médecins. Ils l'ont envoyé à l'autopsie et il s'est réveillé avant qu'il ne l'ouvre. Mais ce n'est pas tout. La même année, une Brésilienne de 37 ans est enterrée après avoir été déclarée morte à la suite d'un choc septique. 11 jours plus tard, des riverains ont entendu des cris provenant de sa tombe. Peu après, et dans un acte désespéré, la famille aurait exhumé son corps. Ce qu'ils ont découvert est aussi tragique que bouleversant. Le couvercle de son cercueil était détaché et la femme était couverte de blessures inexistantes lors de l'enterrement. C'est comme si elle avait essayé de s'échapper, mais avait fini par mourir de façon terrible, piégée dans son propre cercueil. Être enterrée vivante, c'est mon pire cauchemar. Le biologiste Leslie Samuel met en avant une maladie qui peut laisser penser qu'un patient est décédé. Cette maladie étonne même le corps médical. La catalepsie transforme les vivants en morts. Les rythmes cardiaques et respiratoires diminuent et atteignent un niveau bien inférieur à la normale. Une personne souffrant de catalepsie peut présenter un état de rigidité cadavérique et devenir moins sensible à la douleur. Des médecins du monde entier se sont déjà fait abuser et ont cru à un décès. On ne peut donc pas encore exclure cette hypothèse. Sa main se lève comme s'il sortait d'un profond sommeil. Ça me pousse à croire qu'il était vivant depuis tout ce temps-là. Les médecins indonésiens ont-ils commis une erreur? Cet homme va-t-il être enterré vivant? Sur une île réputée pour ses zombies, une personne filme des mouvements pour le moins étranges à l'intérieur d'un cercueil. Le biologiste Greg Soulgit pense que cette vidéo choquante est une preuve terrible que le cadavre n'est pas seul. Il est également possible qu'un rat ou un autre animal soit entré dans le cercueil et qu'il se nourrisse du cadavre. Ça pourrait expliquer que son bras bouge pendant qu'il mâche le corps. Est-ce que des rats auraient pu faire bouger sa main? Le problème des rats dans les morgues est présent partout dans le monde. En 2017, en Inde, le corps d'une jeune femme de 21 ans a été retrouvé grignoté par des rats alors qu'il était à l'hôpital. En 2007, à Washington, des rongeurs ont pénétré dans un hôpital et ont atterri à la morgue. Les rats mangent les corps. Si les rats peuvent le faire dans les hôpitaux bien entretenus des États-Unis, il est certain que dans une région rurale de l'Indonésie, ils sont capables de trouver des corps. C'est assez répugnant d'imaginer un cercueil envahi de rongeurs. Quoi qu'il y ait eu à l'intérieur du cercueil, il est maintenant 6 pieds sous terre. Et jusqu'à présent, personne n'a eu le courage de déterrer le corps pour résoudre le mystère. Le plus triste, c'est que l'on ne saura jamais la vérité. S'il est revenu à la vie, j'espère que sa deuxième fin aura été rapide. En tout cas, ça ferait une excellente publicité pour la crémation. Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Maintenant, à Kaohsiung, Taïwan. Le 31 juillet 2014, minuit 16. 3 amis qui rentrent de soirée sont à un carrefour du centre-ville. C'est une nuit très calme, comme on en voit partout.
Quand soudain... C'était quoi ça? Ça vient de là-bas. Une mystérieuse explosion dévaste la route. Oh mon Dieu! Un scooter échappe de justesse à l'explosion et se déporte pour éviter une énorme boule de feu qui s'élève dans les airs. Waouh, c'est vraiment terrible. Les 3 hommes paniqués tentent de s'échapper, mais un épais nuage de fumée leur barre la route. Il y a eu une explosion là-bas. Suivi d'une colonne de feu dévastatrice. Encore une? C'est trop dangereux. Regardez tout ce feu. Faut y aller. On dirait que quelqu'un a ouvert les portes de l'enfer. Puis, une coupure de courant survient dans la rue. Avance, avance, avance. À gauche, à gauche. Où ça? La voiture est secouée par une nouvelle explosion. Vite, vite. On dirait une zone de guerre. Je n'ai jamais rien vu de tel. Jamais. Martin Morgan, historien militaire, estime que ces explosions pourraient être des restes de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Japon s'est emparé des îles du Pacifique. Les Japonais fortifiaient souvent leurs avant-postes insulaires. Ces îles sont généralement constituées de roches volcaniques, ce qui permet de construire des tunnels. Les Japonais ont donc utilisé le terrain à leur disposition pour creuser un grand nombre de tunnels dans ces îles. Les troupes japonaises se cachaient dans ces tunnels pour lancer des attaques surprises contre les forces d'invasion américaines. Les pertes américaines étaient 2 fois plus élevées sur les îles où les troupes devaient mener une guerre souterraine que sur les îles aux défenses côtières classiques. Rien qu'à Iwo Jima, près de 7000 soldats américains ont été tués. Aujourd'hui, près d'un avant-poste japonais sur 2 possède des tunnels, dont Taïwan. La roche-mère est alvéolée et il y a un vaste réseau de grottes. À Keelung, dans le nord de Taïwan, un tunnel de 50 mètres a servi d'abri anti-aérien et de stockage de munitions tout au long de la Seconde Guerre mondiale. À Kaohsiung, un tunnel de 250 mètres a été creusé en profondeur. Il servait de centre de commande pour les forces japonaises. Les historiens estiment qu'à Taïwan, il pourrait y avoir une vingtaine de tunnels de munitions abandonnés par les Japonais à la fin de la guerre. Qui sait combien d'armes ont été laissées par les Japonais à Taïwan? Peut-être que certaines étaient cachées dans ces tunnels. Mais Martin Morgan pense que l'explosion pourrait être la conséquence d'une stratégie dévastatrice des Japonais dans leurs tunnels fortifiés. Les forces américaines ont appris à leurs dépens qu'il fallait être très prudent en s'approchant d'un tunnel japonais, car ils étaient souvent piégés. Ils risquaient de déclencher une mine ou une grenade. D'après lui, il est possible que des ouvriers travaillant sur le tunnel aient pu provoquer les terrifiantes explosions que l'on voit sur les images. Il est possible que des pièges non explosés soient encore sur l'île et que l'un d'entre eux ait enfin explosé, des décennies plus tard. Mais l'ingénieur Brian Walshon constate que la ville a connu une importante réhabilitation depuis la Seconde Guerre mondiale, tant en surface qu'en profondeur. S'il restait encore des engins explosifs de la guerre, ils auraient été découverts au moment de la construction de bâtiments. Ces explosions ont donc été causées par autre chose. Matt Kutcher a plus de 20 ans d'expérience comme expert pyrotechnique à Hollywood. C'est parti! Il trouve de nouvelles images des explosions qui ont secoué Kaohsiung. Elles pourraient fournir un nouvel indice. Qu'est-ce que c'est? Tiens, regarde ça. Waouh! Tu as vu? L'explosion a avancé progressivement. De cette façon, comme une énorme série d'explosifs. Jusqu'en bas de la route. Oui, jusqu'en bas. En une seule explosion linéaire. En une fraction de seconde, l'explosion linéaire réduit tout en poussière. Matt Kutcher veut déterminer quel type d'explosion peut avancer tout droit. On va avoir besoin de combustible et de terre. On va y ajouter des explosifs et voir si on peut créer une ligne linéaire comme sur la vidéo. D'accord, ça marche. Au travail. Matt Kutcher pense que les flammes sont dues à une sorte de combustible étendu sur une longue distance.
ce qui expliquerait cette puissante explosion. Alors, messieurs, je vais vous expliquer. On va envelopper du matériau explosif comme s'il s'agissait d'une canalisation. Le combustible à l'intérieur va le pulvériser très rapidement et avec une source d'inflammation en plus, ça va être le chaos. À Kaohsiung, à Taïwan, une explosion incroyable frappe la ville. Matt Kutcher soupçonne qu'elle est due à du combustible présent dans un long conduit. Avec son équipe, il prépare une chaîne de bidons de carburant qui vont exploser successivement. Il y en a 9. On les numérote et une fois remplis de combustible, je m'écarte et on peut commencer. 1 à 9. On va tenter de créer la même charge linéaire que dans la vidéo. Cette expérience est extrêmement dangereuse et ne doit être menée que par des experts comme Matt Kutcher et son équipe. Ne la reproduisez pas chez vous. Tout est prêt. Bien, 3, 2, 1, feu! L'explosion a suivi toute la ligne. C'était magnifique. Si on l'avait fait à plus grande échelle, la réaction aurait été encore plus importante. Mais je trouve que le résultat ressemble plutôt bien à ce que l'on voit dans la vidéo. Ça fait... et boum! Son expérience lui donne une idée de l'origine de l'explosion. C'est sans doute une canalisation d'égout qui bloquait la charge explosive. Et ça a aggravé les choses. Il y a eu une grande quantité de produits inflammables et combustibles. Et c'est peut-être ce qui a provoqué l'explosion. Mais quel type de gaz a pu provoquer une série d'explosions aussi puissantes dans un égout? Après les explosions à Kaohsiung, des témoins ont dit avoir vu des flammes de 45 mètres de haut. Plus de 4 km de rues ont été détruits, laissant une tranchée de 2 mètres de profondeur sur la route. Cette explosion a des conséquences désastreuses. Des camions sont renversés et le réseau électrique est complètement coupé. Les explosions ont fait 32 morts et plus de 300 blessés. Certaines victimes ont été projetées 4 étages plus haut et ont été retrouvées sur le toit du bâtiment. Cette fuite de gaz n'avait rien d'ordinaire. Une fuite de gaz classique ne causerait pas autant de dégâts. À mon avis, quelque chose a amplifié l'explosion. Brian Walshon découvre que ce soir-là, à 20h45, une entreprise de pétrochimie enregistre une chute de pression dans l'une des canalisations qui traversent le réseau d'égouts. Plus de 10 tonnes de gaz s'échappent dans les égouts pendant plus de 3 heures avant la première explosion. C'est une sacrée quantité de gaz. Le tuyau laisse échapper du propène. Ce gaz très volatile est largement utilisé dans l'industrie du plastique. Il brûle mieux que le propane et il est plus lourd que l'air. Ce tuyau est une bombe de 5 km prête à exploser. Il faudra 5 mois et plus de 60 millions de dollars pour réparer les dégâts. Mais la menace d'une explosion catastrophique subsiste. Tout va bien et une seconde après, c'est le chaos total. Les gens là-bas ont dû être terrorisés. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Maintenant, au lac Nahuel Huapi à Bariloche, en Argentine. Le 21 janvier 2020. Un homme filme le lac et remarque des mouvements étranges au loin. Mais c'est quoi ça? C'est étrange. On voit bien quelque chose au milieu qui plonge et remonte à la surface. Waouh, c'est énorme. Il ne s'agit pas d'une vague. Et d'ailleurs, cela se déplace dans le sens inverse.
Cette vidéo est extraordinaire. On dirait une créature incroyablement grande qui nage dans les eaux calmes. On dirait le monstre du Loch Ness sous stéroïdes. Le Nahuel Huapi est un lac immense de 557 km² et dont la profondeur atteint 464 mètres, bien plus haut que la Tour Eiffel. Il est assez grand pour abriter un monstre. Depuis des siècles, on entend parler d'un étrange animal aquatique. Des témoignages en Argentine et au Chili parlent d'un serpent d'eau à la peau dure. Les habitants l'appellent Nahuelito. En 1922, un chercheur d'or américain et ancien shérif, Martin Sheffield, raconte avoir vu une énorme créature aquatique dans la zone où la vidéo a été tournée. Sheffield évoque une longue créature avec des nageoires et un cou semblable à celui d'un cygne. Des enquêtes ont révélé que la moitié des habitants de la région croient en l'existence de cette bête. L'estimation de sa taille est incroyable, même pour un monstre lacustre. Mais cette vidéo montre que Nahuelito est une bête immense. De nombreux habitants disent que ces images sont une preuve supplémentaire de son existence. Ben Radford, analyste d'images, tente de déterminer la taille de cette chose dans le lac. On dirait qu'il y a quelque chose dans l'eau, au niveau de la ligne. Il se déplace sans arrêt en suivant la ligne. Et donc, soit c'est une créature ordinaire en train de nager, soit c'est une créature extrêmement grande, d'environ 400 mètres. On ne voit pas bien ce que c'est, mais il y a bien quelque chose de sombre, au loin, qui avance de droite à gauche. En Argentine, un homme filme ce qui semble être le plus grand monstre lacustre jamais filmé, rôdant dans les eaux du lac Nahuel Huapi. Dustin Growick découvre qu'autrefois, cette partie du monde était une terre de géants. Cette région de l'Argentine, appelée Patagonie, a abrité certaines des plus grandes créatures ayant vécu sur Terre. S'il s'agit bien d'une énorme créature, elle s'inscrirait dans la lignée des grands dinosaures qui peuplaient jadis cette partie du monde. La vidéo montre clairement que la créature est longue, et ça me fait tout de suite penser au monde préhistorique. En 2013, un agriculteur de Patagonie tombe sur un os gigantesque enfoui dans la terre. Les paléontologues découvrent qu'il s'agit d'un os de dinosaure de 2,5 mètres, le plus grand jamais découvert. Les experts pensent qu'il appartenait au puissant titanosaure. Avec ses 35 mètres, le titanosaure était plus long que 10 éléphants mis bout à bout. C'est sans doute la plus grande créature à avoir arpenté la Terre il y a plus de 65 millions d'années. Un seul coup de queue suffit à nous couper en deux. Il mangeait des centaines de kilos de nourriture par jour. Et lorsqu'il faisait la grosse commission, il rejetait plus de 10 litres à chaque fois. Les dinosaures sont réputés pour leur grande taille. Mais ici, dans l'actuelle Amérique du Sud, ils étaient gigantesques. Et les scientifiques ignorent pourquoi. Les paléontologues ont découvert que dans cette région, la terre ferme n'était pas le seul refuge de géants. D'énormes reptiles marins chassaient dans les anciens cours d'eau de Patagonie. Par exemple, le mosasaure, l'ichtyosaure et le plésiosaure, un animal aquatique carnivore à long cou. En 2019, des paléontologues qui fouillaient près d'un lac de Patagonie ont découvert le fossile d'un poisson de 6 mètres de long, le Xifactinus. Ils étaient effrayants. Ils nageaient à plus de 60 km/h. Ils avaient des dents immenses et mangeaient tout ce qu'ils voyaient. Un Xifactinus a été retrouvé avec un poisson entier d'1,80 m dans l'estomac. C'est ma taille. Un être humain qui l'a avalé en une seule bouchée. Aujourd'hui, le grand requin blanc est le prédateur ultime de l'océan, mais cette créature aurait pu le manger tout cru. Ces poissons nageaient probablement à la surface de l'eau. Je n'aurais pas aimé me retrouver près d'eux dans mon kayak.
Il est possible que certains spécimens soient devenus encore plus gros en évoluant au fil des millénaires. La zone est éloignée. De ce fait, ce lac est idéal pour abriter une ancienne créature aquatique semblable à un dinosaure et toujours en vie aujourd'hui. Peut-être pas la créature elle-même, mais ses descendants. Et il se peut que ce soit l'un d'eux sur ces images. Peu importe ce qui se cache dans le lac, les autorités ne prennent aucun risque. Les autorités ont interdit l'accès au lac après la tombée de la nuit. Que savent-elles de plus que nous? Ce lac est gigantesque. La créature peut se cacher où elle veut, aussi longtemps qu'elle le veut. Tant qu'elle n'aura pas décidé de refaire surface, elle restera un mystère. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Maintenant, dans le nord-ouest de la Zambie, en Afrique. En août 2018, dans un village rural, une caméra filme un objet suspendu dans les airs. Mon Dieu, waouh! C'est vraiment étrange. C'est un homme, et il semble léviter à 3 mètres du sol. C'est incroyable. Il est en train de défier les lois de la physique. Le plus étrange, ce sont ces personnes à l'écharpe. On dirait qu'ils disent aux gens de poser leur téléphone et de ne pas filmer. Il y a sans doute une force qui le soulève dans les airs. Mais reste à savoir ce que c'est. Un homme pèse en moyenne 80 kilos. Pour soulever un tel poids, il faut une grande force physique. Mais l'auteur Jeff Belanger a découvert des témoignages qui semblent dépasser l'entendement. Dans le monde entier, des légendes et coutumes racontent que des gens savent léviter. Pour y parvenir, ils prétendent faire appel à une énergie miraculeuse issue du monde spirituel. On prête à de nombreux saints catholiques cette étrange capacité. Au XIIIe siècle, saint François d'Assise aurait flotté dans les airs pendant la prière. Au XVIIe siècle, saint Joseph de Cupertino aurait lévité en disant la messe. À cette époque, et partout dans le monde, la lévitation était assimilée à de la sorcellerie, et saint Joseph avait été enfermé dans une cellule. La lévitation est aussi associée aux esprits frappeurs malfaisants. En 1977, à Londres, Janet Hodgson, une fillette de 11 ans, aurait lévité selon des témoins. Elle disait avoir été possédée par un homme qui aurait vécu dans la maison auparavant. De nombreuses personnes ont déclaré l'avoir vu léviter au-dessus du sol. Même des passants qui l'auraient vu faire à travers la fenêtre de sa chambre. En Zambie, plusieurs appareils filment un homme mystérieux qui semble léviter devant un public stupéfait. Jeff Belanger se demande si l'homme ne prétend pas avoir des pouvoirs surnaturels. Au vu des costumes, des chants et de la musique au cours de l'événement, je pense que c'est un sorcier. Dans de nombreuses cultures africaines, on croit que les sorciers sont capables de voyager entre notre monde et le monde spirituel et qu'ils peuvent même guérir les gens. Ça leur donne donc un statut social élevé. Dans certaines régions d'Afrique, on continue de croire que les sorciers possèdent des pouvoirs surnaturels. En 2016, un sorcier d'Afrique de l'Ouest a été filmé faisant quelque chose d'incroyable. Il semble avoir tué un homme, puis l'avoir miraculeusement ramené à la vie. Les scientifiques pensent que ce n'est qu'un tour de magie sordide, mais le public est fasciné par la capacité apparente de ce sorcier à contrôler la vie et la mort. Ils pensent que ce qu'ils ont vu est vrai. D'autres sorciers seraient capables d'entrer en transe profonde et de défier la gravité, comme l'homme sur la vidéo. Il existe un rituel réalisé la nuit dans un cercle de feu, au cours duquel le sorcier va s'élever au-dessus du sol. L'historienne Karen Bellinger apprend que ces images ont été tournées pendant une période très particulière.
Cette région est réputée pour son rituel très particulier, la mascarade Makishi, qui a lieu tous les ans au mois d'août. Cette célébration marque la fin d'une période d'initiation pour les jeunes garçons appelée Mukanda. Les garçons âgés de 8 à 12 ans passent 3 mois dans la brousse pour symboliser la fin de leur enfance. Le Mukanda a un rôle éducatif. Il permet d'apprendre les techniques de survie, la sexualité, les croyances religieuses, la structure sociale et tout ce qui est nécessaire pour devenir un adulte. Au cours de l'histoire et partout dans le monde, les jeunes garçons participent à des rites de passage intenses qui marquent la fin de leur enfance. La tribu Mandan d'Amérique du Nord avait un rituel très violent. On lacérait la peau des jeunes garçons au niveau du torse et des épaules et on y enfonçait d'épaisses tiges de bois. Ensuite, les garçons étaient suspendus par ces tiges jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent de douleur. À leur réveil, un membre de la tribu leur coupait le petit doigt. La douleur n'était pas gratuite. Elle visait à obtenir l'approbation des esprits et à les rapprocher du monde spirituel. Les Sateremawe du Brésil ont un rituel de passage à l'âge adulte particulièrement choquant. Les jeunes enfilent des gants remplis de fourmis balles de fusil. La fourmi balle de fusil, l'insecte le plus douloureux au monde, est nommée ainsi en raison de l'agonie intense qu'une seule de ces piqûres provoque. Ils reçoivent des dizaines de piqûres d'une douleur intense à chaque main. Et ils doivent garder les gants pendant plusieurs minutes. La douleur les fait entrer dans un état de transe et ensuite seulement ils peuvent retirer les gants. Athena Brensberger examine la vidéo de plus près et aperçoit un poteau de bois à la même hauteur que l'homme dans les airs. D'après la posture de l'homme, il s'accroche sur un fil très fin et c'est sans doute ce qui le maintient en équilibre. On voit un poteau, et donc s'il y a bien un fil, je pense qu'il est attaché entre les arbres et le poteau. Cet homme n'a rien à envier à David Blaine. Il fait ça au milieu de la foule. Ils ont tous des téléphones. C'est vraiment osé. Si c'est un fil, il doit être très fin, mais vraiment très fin. Ça doit faire mal. L'homme sur cette vidéo illustre à merveille la lévitation ou la suspension, car non seulement il n'y a rien au-dessus de lui, mais en plus, il le fait en plein air. Il ne dispose donc pas de la même assistance technique que dans une salle de spectacle parfaitement équipée. En général, un funambule se tient en équilibre sur un fil épais et solide, visible. Mais ici, il doit se servir d'un fil incroyablement fin pour donner l'illusion de flotter dans les airs. Il ne se contente pas de marcher d'un côté vers l'autre, il danse. Ça doit demander une force et un équilibre incroyables. Il faut des années pour maîtriser une telle prestation. Selon les participants à la cérémonie, l'homme n'essaie pas de duper la foule, mais de la divertir. Il participe aux célébrations après le rituel d'initiation. Les agents contrôlent la foule afin que l'homme ne soit pas déconcentré et ne se blesse pas en tombant. Dans la société occidentale, à la fin de leur scolarité, les jeunes vont au bal de fin d'année et ils vont dans un bon restaurant. Mais cet artiste sort le grand jeu pour ces jeunes garçons qui ont réussi haut la main leur rituel d'initiation. C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h à Canal D. Maintenant, à l'aéroport de Jacksonville, en Floride. Le 11 août 2019. Un avion se prépare à décoller quand soudain... C'est fou! La cabine se remplit d'une brume étrange. La visibilité diminue et un mouvement de panique s'installe.
On dirait que l'avion part en fumée. Ils sont attachés à leur siège. Ils n'ont aucun moyen de sortir. Et on dirait que l'avion est en feu. On dirait le début d'une terrible catastrophe. Depuis 1970, plus de 45 000 personnes ont été tuées dans des accidents d'avion. Les défaillances mécaniques, y compris les incendies de moteurs, sont à l'origine de plus de 20% des catastrophes aériennes mortelles. Tracy Walder, ex-agent de la CIA, a examiné les rapports. Aucun incendie de moteur n'est signalé sur cet avion ce jour-là. Je pense qu'il s'agit d'autre chose. À Jacksonville, en Floride, les passagers d'un avion prêt à décoller sont surpris par un étrange et épais brouillard qui envahit la cabine. Liberty Wittert se demande si un objet dans un bagage n'a pas explosé. Pas une bombe, mais un appareil électronique ordinaire, un téléphone, un ordinateur portable ou une tablette. Les batteries au lithium, ce sont d'énormes quantités d'énergie stockées dans de minuscules espaces. Ça les rend très instables et ça entraîne un risque très important d'incendie et d'explosion. Des milliards d'appareils modernes fonctionnent avec des batteries au lithium. Dans ces batteries, certains produits chimiques transmettent une charge électrique et sont inflammables. En 2010, des batteries au lithium transportées dans un vol cargo de Dubaï à Cologne ont surchauffé et se sont enflammées, provoquant un incendie qui a tué tous les passagers. Ce n'est que depuis peu que les compagnies aériennes reconnaissent la dangerosité de ces batteries. Dans certains cas, les batteries au lithium sont interdites en soute, parce qu'un incendie pourrait se déclarer sans être détecté. Mais ça ne fait que déplacer le danger dans les cabines. Les bagages à main pleins de batteries sont placés juste à côté des passagers. Personne ne sait quand elles peuvent déclencher un incendie. Mais Ashanti Davis remarque que le brouillard s'échappe des ventilateurs en haut et pense qu'il s'agit d'une substance encore plus toxique que la fumée d'une batterie en surchauffe. Des produits chimiques du système aéronautique complexe ont-ils pu s'infiltrer dans le système de climatisation? Les systèmes d'échappement devraient filtrer les gaz toxiques. Mais il y a toujours un risque d'infiltration. Et plus l'infiltration est intense, plus les effets sont importants. Ils s'infiltrent peut-être par les fissures des portes ou par les déflecteurs à l'intérieur de l'avion. En 2018, 37 passagers japonais ont été confrontés à cette horreur lors d'un vol. Un turbogénérateur endommagé a provoqué une fuite de graisse dans le système d'air conditionné, provoquant une sorte de brouillard dans la cabine. Ce que l'on voit dans la vidéo est très similaire. Les passagers du vol japonais ont été contraints d'évacuer sur la piste, car ils avaient inhalé de l'huile de graissage et beaucoup ont été très malades. Mais Liberty Wittert estime que le comportement des passagers exclut la possibilité d'une fuite de produits chimiques mortels. Si ça avait été un produit chimique toxique, l'équipage serait en train d'évacuer l'avion car il est encore au sol. Et les gens auraient des vertiges. Alors c'est forcément autre chose. Le physicien Chad Orzel estime que les températures extérieures ont pu déclencher ce brouillard terrifiant à l'intérieur. L'avion est en Floride, c'est une région très humide. Et on dirait vraiment du brouillard. Est-ce donc lié à un curieux phénomène météo? Ce jour-là, il faisait très chaud à l'aéroport, 36 degrés. Le système de climatisation d'un avion permet de rediriger l'excès d'air chaud du moteur. L'air est refroidi en passant par une série de chambres de combustion et de turbines avant d'entrer dans la cabine. Ce processus de refroidissement complexe génère de la condensation lorsque l'air arrive jusqu'aux passagers. Lorsque l'air passe de chaud et humide à froid, une partie de la condensation se manifeste sous la forme de brume. La compagnie aérienne confirme qu'il s'agit d'une quantité anormalement élevée de vapeur d'eau. Mais la peur et la panique des passagers sont réelles et constituent un grave danger.
Heureusement que les gens ne se sont pas rués vers la sortie. Si le brouillard lui-même est inoffensif, les imprévus à bord risquent de déclencher un mouvement de panique chez les passagers, ce qui peut s'avérer mortel. En 2010, une grosse bousculade dans un avion congolais fait perdre l'équilibre à l'engin qui s'écrase. Bilan, 20 morts. La panique serait due à un crocodile de contrebande qui se serait échappé du sac d'un passager. Les avions sont des engins très sophistiqués. Même avec une ingénierie et une conception de pointe, ça peut toujours mal tourner. Même si le brouillard n'est pas toxique, si personne ne voit rien dans l'avion, c'est la catastrophe assurée.